signe de vie. You like that? Mm. Okay. So we're recording in progress. It's rolling. When you hear that. Ouais, elle a dit 2 fois. Oui. Parce que c'est un peu chevauché. Mais... Parce que j'ai éteint, j'ai rallumé, Ouais. Alors, J'espère qu'ils on sont. commence à 30 piles. Ouais. Et, bah, tu nous dis, tu nous fais un geste comme ça. J'active le micro et j'allume les... Ça t'active Ouais. et après tu nous dis. C'est déjà activé, hein? La madame, elle attend impatiemment. Je bois un coup. Hein. Alors, on est rendu à 29. Oui, la caméra. Euh, Ah, c'est celle-là. C'est le Ah, diapo. parce que le trépied est rendu là-bas. Et Léon, si jamais quelqu'un arrive, Ouais. le micro devrait être fermé, mais ça dépend de comment. Ben, j'ai C'est trois pas. portes que je coupe. Si tu vois que le micro est ouvert, tu peux. En principe, ça ne devrait pas être ouvert. Mais... Et voilà, c'était 30. Alors, j'allume le micro. Oui. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Bienvenue dans cette 7e édition de notre émission mensuelle que nous avons appelée Explore ton centre. Alors je vous rappelle la règle du jeu, c'est nous recevons une personne, une personnalité, je devrais dire, du centre, qui nous raconte son histoire et à travers sa propre histoire, on a ainsi accès à une partie de l'histoire du centre. Et puis après, je lui pose des questions autour de ça pour affiner le propos. Je vous rappelle que c'est donc à sens unique, c'est juste une diffusion, que donc vous ne pouvez pas intervenir. Et je vous demande de garder vos micros coupés pendant toute la causerie. Donc, officiellement, bonsoir Jim Wagner, qui est donc un ancien du centre, qui est à la fois un de nos enseignants et qui s'occupe également de pas mal de choses dans le centre, connu au départ pour toute son activité sur tout ce qui était les publications, publicités, etc., la tenue du site web. Et puis plus récemment, avec les évolutions techniques de notre centre, le Zoom et puis toute la technique audio-vidéo. Et c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en place cette émission mensuelle. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé, donc le voilà maintenant devant les caméras alors que d'habitude il est derrière. Donc Jim, je vais te laisser te présenter en tant que personne et puis en tant qu'actif dans le centre. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on parle? De quoi on parle? D'abord de toi. Parle-moi de toi, dis-moi qui tu es. Ok. Premièrement, je suis américain, adopté au Québec. Donc, je suis québécois américano-québécois, alaskan. Donc, je suis arrivé en 90. J'étais déjà connecté avec Shambhala. Dans le temps, c'était Vajradhatu, c'est appelé. Et en arrivant, je ne travaillais pas parce que j'étais un immigrant. Donc, ils m'ont donné un travail à faire pour le centre. Et ça, c'était de faire les affiches. Je n'avais pas une carrière en arrivant non plus. Avant d'arriver ici, je travaillais dans les ateliers des armoires. On faisait des ateliers qui faisaient des armoires. J'ai appliqué les lacs et toutes sortes de produits toxiques pour vivre. Puis après ça, j'étais allé dans
notre centre de méditation à la campagne, à Vermont, Carmichaling. J'ai habité 2 ans et j'ai rencontré ma femme québécoise qui m'a amené ici en 88. Pour dire qu'en arrivant, je n'avais pas un emploi, donc je commençais à travailler pour le centre tout de suite. Il m'a donné un emploi sans payer, évidemment. Mais là, j'ai appris comment faire les affiches sur l'ordinateur. Dans le temps, c'était les petites Mac Plus avec PageMaker. Et puis, le manuel était tout là dans l'ordinateur. Donc, j'ai appris le logiciel. Et dans ma carrière de graphiste a commencé grâce au centre. Donc, je sens une connexion assez profonde et remerciant envers le centre de m'avoir donné ça. Et une place aussi. Une place pour pratiquer et de prendre charge de quelque chose. Donc, ça veut dire que j'ai vécu depuis les années 90 tous les changements médiatiques, de publicité, comment annoncer nos programmes, et ça nous rend à l'Internet et le site web. Donc, j'occupe le site web maintenant, comme tu sais. Et, le Zoom, que je ne peux pas prendre tout le crédit pour le Zoom parce que c'est toi qui as lancé le projet et qui a fait la recherche pour comment développer le hybride qui était inconnu dans le temps. Le hybride, ça veut dire d'être capable d'avoir une conversation entre le monde de Zoom et le monde dans la salle pour avoir une rencontre. C'est ça, en termes de techno. J'étais toujours allergique au techno. Quand j'ai commencé en 83, quand j'étais allé à Carmichaling, j'avais une formation comme technique de la télévision, parce que c'était mon premier job, mon premier emploi. C'était dans la télévision quand j'étais jeune, très jeune, en Alaska. Donc, à cause de ça, ils m'ont mis sur l'audio à Carmichaling. C'était pas audiovisuel, c'était juste audio. Et je voulais vraiment pas faire ça parce que je suis un Luddite au cœur. Tu connais les Luddites, les Luddites, tu connais ça? C'est un mouvement en Angleterre contre l'industrialisation dans les années 1800, je crois. Ils voulaient scraper toute cette idée de technologie et ils ont vu comment ça va ruiner quelque chose d'humain. Donc, j'étais pas mal contre la technologie, l'idée d'enregistrer les causeries, je trouvais ça pas correct. Mais je faisais quand même. Et puis, quand le Zoom commençait, je trouvais pas correct aussi. Bon, voyons dans le Zoom. Mais l'avantage est trop bon, et c'est trop grand. Et, maintenant, je suis pour le Zoom et pour le techno. Alors, mais comme tu es à la fois le responsable de notre technique, de notre groupe technique, mais en même temps tu es un enseignant aussi. Donc comment tu vis en tant qu'enseignant quand tu as des gens qui sont à la télévision, qui sont sur l'écran de la télévision, qui sont en Zoom, par rapport à justement cette position que tu avais de vouloir retourner aux sources et de préserver ce côté de l'énergie du groupe qui est quand même essentiel pour la survie de la Sangha, puis qui aussi dynamise pas mal les enseignements. Mais en même temps, le Zoom, ça nous permet aussi de toucher des gens qui ne peuvent pas venir, qui sont loin, etc. Donc, toi, en tant qu'enseignant, comment tu vis ça, vu du côté du siège de Lumsé, je dirais? Je vois ça comme qu'est-ce qu'on peut dire, une augmentation de présence. C'est comme un plus grand, la possibilité d'une plus grande présence dans le monde, et la possibilité d'un plus. C'est une invitation pour plus le monde de faire prendre contact avec le centre et de profiter de ce qu'on a à offrir. Donc, le point de vue médiatique, c'est une grande solution pour le problème de comment contacter les gens qui n'ont jamais entendu parler d'un centre. Ils ne savent même pas s'ils veulent méditer, ils ne savent même pas s'ils sont intéressés
de venir ici. Donc avec Zoom, les gens vont voir un peu qu'est-ce qu'on a, puis ils vont être tentés peut-être éventuellement de venir. Je trouve ça très puissant dans le sens de comment on peut en même temps avoir un présentiel dans une très belle salle avec tous les sens, comme l'engagement de contact et de l'expérience d'être avec le monde physiquement, énergétiquement, et en même temps d'avoir un autre présence virtuelle où les gens ils vont avoir moins les sens sont moins engagés, évidemment, parce que là, tu es divisé. Quand tu es à la maison, dans Zoom, en train de regarder, tu es divisé entre qu'est-ce que tu vois dans une salle et qu'est-ce que tu as comme expérience dans ta propre, là où tu es. Je dirais que c'est excitant parce qu'on est sur sur le bord on est en train de vivre dans un monde complètement changé que le monde que moi je suis agrandi et toi aussi en termes de comment les gens communiquent. Donc il y a un défi en termes d'enseignement, de comment enseigner les principes de communication qu'on a appris dans un monde sans Zoom et sans branchement électronique. Où avant toute la technologie, les principes d'être en communication avec ton monde, son monde, étaient basés beaucoup sur le risque de pas réussir. Parce que physiquement, tu es en train d'être en contact avec un autre être physique qui peut avoir une réaction à ma présence très physique. C'est ça. C'est ça. C'est la question que je posais tout à l'heure. On est dessus là. Est-ce que dans les enseignements, il y a la partie verbale, enfin, les mots, le texte, le discours, et puis il y a une partie qui est impalpable, qui est cette énergie qu'il y a dans un groupe et dans chaque individu, mais qui se dynamise dans le groupe et qui crée une énergie propre au groupe lui-même. Et est-ce que quand tu fais des enseignements en hybride, par exemple, est-ce que tu as l'impression que cette énergie-là, elle est différente, elle est mieux, elle est moins bien, il manque des choses, il y a des choses en plus. Est-ce que ça fait une différence? Oui, il y a des gens qui voient ça comme un fardeau un peu, quelque chose en plus d'occuper, de trouver quelqu'un d'occuper de ça. Et c'est vrai qu'il faut mettre de l'énergie pour soutenir l'augmentation. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est une augmentation de présence, une augmentation de notre offre qui prend un peu plus d'énergie, un peu plus de formation, même pour les gens qui vont occuper de ça. Donc ça change de dynamique quand on est en train d'enseigner, parce que là, il faut penser, quand le Zoom ne marche pas, là, si on n'est pas conscient que le monde en Zoom, c'est pas on est en train de manquer quelque chose parce qu'il y avait une brise de connexion, le son n'est pas bon. Si on n'est pas capable de vraiment garder une conscience, le monde en Zoom, c'est pas agréable pour le monde en Zoom, et c'est distrayant pour les gens dans la salle. Donc on est en train de vivre quelque chose qui est assez intéressant, c'est comment on peut inviter les gens qui ne sont pas là. Et si on va faire une invitation pour les gens qui ne sont pas là, qui sont là dans une autre forme, comment on peut développer une certaine
un rigueur de décorum et de conscience d'inclure ces gens-là. Mhm. Parce que notre expérience ici, c'est pas la même que les autres. Et c'est comme un grand chasme, c'est une grande séparation. C'est deux mondes complètement séparés qu'on, grâce à nos technologies, on n'est pas capable de mettre les deux ensemble. C'est fun. Et ça existe. Zoom existe depuis 3-4 ans maintenant. C'est vraiment développé. Tout le monde sait presque tout le monde sait comment faire Zoom. Donc c'est très très possible d'aller voir un maître et étudier avec un maître d'une façon très, très intime, parce que le maître est toujours là sur son écran. Il ne sait pas que tu es là, mais quand tu vas dans une causerie d'un grand maître, il ne sait pas que tu es là non plus. C'est pas si différent que si tu es dans un foule avec un gourou, un maître en train d'enseigner. Il ne sait pas vraiment que tu es là non plus, mais il est loin aussi. Elle est loin. Sur Zoom, elle est très proche, puis il y a une certaine intimité qui est forte. Et ce qu'on voit avec, moi j'étudie avec le Sakya Nippon qui enseigne sur Zoom régulièrement. Puis il ramasse le monde étudie avec lui sur Zoom, il donne les enseignements. Et là, une fois par année, on va aller voir en personne. Et puis ça, c'est très fort parce qu'on avait passé beaucoup de temps intime avec lui. Et puis là, quand c'est le temps, on va tout aller ensemble et on va avoir une rencontre physique qui est encore plus puissant, encore plus impressionnant que si on avait tout le temps été en physique avec lui, qui est très difficile à faire de toute façon parce qu'il faut voyager physiquement. Puis j'ai beaucoup plus de contact avec le Sakya maintenant que j'ai jamais eu. On peut faire la même chose ici, et je pense qu'on est en train de faire la même chose ici, que les gens viennent en Zoom, ils vont voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, ils suivent les cours, on donne les cours, tu sais, on donne les cours chaque session, 2-3 cours en Zoom. Les gens assistent en Zoom, et en même temps que les gens dans la salle. Et le monde qui assiste en Zoom, ils commencent à connaître qu'est-ce qu'on a, puis ils vont devenir intéressés à un moment donné de venir rencontrer le vrai monde, parce qu'on veut tous, on est des êtres humains, puis on veut être en personne avec le monde. Bien sûr. Mm. Et donc toujours de ta vision d'enseignant, à travers tout ce qu'on vient de voir, est-ce que ça a changé? Alors, on va passer sur toi là. Est-ce que dans toi, ça a changé ta façon de pratiquer? Je parle de ta pratique personnelle. Est-ce que le fait d'enseigner à des gens en hybride, ça t'a donné une autre dimension, en hybride ou en Zoom, ça a donné une autre dimension par rapport aux enseignements d'il y a 5 ans où on était uniquement en présentiel? Je ne vois pas une grande différence, non. La seule différence, c'est de rappeler qu'il y a un autre monde présent. Et c'est facile d'oublier. Mais ça, c'est une question de... Non, je parle des changements dans ta pratique à toi, intérieure. Oh, non. Mais c'est un changement de... Tu parles de pendant un programme, pendant... Non. Oui et non, je veux dire... Ok, non, aucune différence personnelle. Non, c'est pour moi... Le seul... pour moi, c'est un peu un cadeau que je suis capable de faire une retraite ou de pratiquer à la maison et en même temps avec d'autres mondes. Et c'est comme un peu comme pratiquer dans une grotte avec beaucoup de monde en même temps. C'est quelque chose qui fait pas beaucoup de sens. On peut être tout seul dans notre grotte et en même temps être en train de pratiquer avec un foule comme 34, 50 personnes. Et puis on sait qu'on est en train de pratiquer avec parce qu'on voit toutes les petites figures sur l'écran. Mais en termes de pratique elle-même, pour moi, c'est la même pratique. Je ne vois pas un grand effet négatif ni positif. C'est une autre préoccupation, c'est une autre comme dimension.
qui est présent. Est-ce que c'est un peu ça que Alors, non, j'explorais. toi, tu penses qu'il y a une différence dans ta pratique personnelle? Ben oui et non. Ça ajoute une dimension qui est de découvrir que le fait qu'on touche des gens qui ne peuvent pas venir, bon, moi je suis plus branché au niveau des causeries ou des enseignements que je donne, c'est plus branché sur la photo contemplative, sur Mixam. Et ça nous a permis de toucher des gens qui étaient, par exemple, quelqu'un qui est au bas du fleuve, qui ne vient jamais à Montréal. Et ça crée une espèce de conscience qu'il y a des gens qu'on ne touchait pas avant. Donc sur la pratique personnelle, ça ouvre le cercle. En disant, mais on peut inclure d'autres gens que ceux qu'on a autour de soi, etc. Bon, j'ai un peu de même expérience quand on pratique comme les matins avec Québec. Les gens pratiquent ensemble. Ça, c'est oui, comme ça aide. C'est un aide pour la pratique. Parce que des fois, de se lever à 7 heures le matin et pratiquer une heure toute seule, des fois, ça peut être un peu plus difficile. Mais quand tu sais que les gens qui sont en train de pratiquer ensemble, et c'est le même principe qu'ici, c'est beaucoup mieux de pratiquer avec le monde ici que de pratiquer seul à la maison. Mieux dans le sens qu'il y a un soutien. Oui, il y a eu également les expériences faites par Gisèle et maintenant Catherine Éveillard, c'est de créer par exemple la pratique du lâcher, qui a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens, dont moi. Le fait d'avoir une pratique régulière, puis qui maintenant s'étend, comme tu viens de le dire, à d'autres pays, c'est-à-dire que il y a des connexions qui ont été faites avec des gens qui pratiquent en Europe, qui pratiquent loin au Canada, notamment au Québec. Enfin, le Québec étant le plus près, mais on a eu des gens de Vancouver aussi. Donc ça fait des ouvertures qui font que la pratique prend une autre dimension, oui. C'était un peu ça dont je parlais tout à l'heure, enfin, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis ça me fait penser que c'est important pour nous, en utilisant Zoom, de toujours avoir dans notre planification et dans notre vision de qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'on utilise le Zoom, la technologie, pour inviter les gens de se rassembler en personne. Donc, je veux dire qu'on fait des choses par Zoom, mais avec l'idée, et ça veut dire d'avoir toujours un plan où, à un moment donné, on va inviter les gens de venir au centre. Et c'est ça qu'on fait avec les jours de Shambhala. Ça, c'est l'idée des Nimitta, des jours de Shambhala, les célébrations communautaires. Donc, ça veut dire que dans notre événement Zoom, je pense que c'est important de toujours avoir un mot lancé aux gens de venir au centre pour rencontrer le monde en personne. Et mettre un peu de jus dans ça. Tu comprends? Actuellement, on est en train de faire le Zoom comme quelque chose qu'on offre et tout ça, et puis une certaine séparation, puis on aimerait avoir plus le monde ici. On a une bonne présence pour les cours et les choses comme ça, mais pour le communautaire, c'est encore quelque chose à développer. Il y a une notion qu'on appelle dans la philosophie l'égrégore, c'est-à-dire l'énergie d'un groupe, l'énergie qui sort, et qui effectivement ne peut... Moi, je la sens moins sur Zoom. Il y a quand même une énergie sur Zoom, mais ce n'est pas du tout la même. Et c'est certain que quand on fait des sadhanas, si on est 10 ou 15, par rapport à 2 ou 3, ça vibre pas pareil. Et c'est la chaleur, littéralement la chaleur humaine, que si tu es seul à la maison, tu es là avec ton chaleur. Et quand tu as 5 ou 6 corps chauds dans le cas, la chaleur, c'est une énergie
qui communiquent beaucoup aussi. Hein. C'est comme. C'est le premier niveau d'énergie, oui. Ouais, c'est ça. Mais il Ouais, existe, ouais, effectivement. ouais. Et dans notre tradition, qui vient du Tibet, je ne sais pas vraiment tout le monde sait ça, mais qui vient du Tibet, et le Tibet était comme, ils ont pris la tradition de l'Inde, où les festins, c'était vraiment important. Et même je pense que dans toutes les sociétés Oui. qui fonctionnent bien, le festin est très important. Et dans notre tradition, le festin est très important d'avoir un cercle. On appelle ça le Gana Chakra. C'est un mot indien, sanskrit. Et ça veut dire la réjouissance de cercle. Et que le partage de notre connexion et notre appréciation dans un cercle. C'est beaucoup comme les indigènes font la magie, le pouvoir du cercle. Et aussi de partager un peu de nourriture. Et surtout de partager notre expérience et compréhension des pratiques et des enseignements de notre lignée, de la lignée qu'on suit. Alors, comme la dynamique de Gana Chakra, la chaleur et l'offrande, parce que c'est une offrande de son propre c'est réalisation, mais je vais dire ça, on offre nos propres réalisations pour que tout le monde puisse partager ce qu'on a réalisé des enseignements qu'on suit. Et les festins, j'ai fait les festins, les Gana Chakra en ligne, par Zoom, parce que c'est un peu perdu dans nos traditions, malheureusement. Donc le monde font ça quand même pour continuer la tradition, ils font ça en ligne. Et ça marche quand même, parce qu'au moins on est en train de continuer la tradition. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que même si c'est moins fort, c'est Ouais. mieux que rien. Ouais. C'est toujours ça de gagner, Ouais. disons. C'est Ouais. toujours ça de gagner. Ça remplace pas, mais c'est sûr que ça permet de préserver un minimum. Ouais. Et puis de joindre des gens qui ne seraient pas là sinon. Donc, oui, c'est ça. Et de garder une connexion avec le source. une continuité. Ouais. Une continuité, ouais. Et pour avancer un peu plus loin, comment tu verrais, toi, le développement toujours à travers le centre de Montréal, mais aussi la Sangha en général et les enseignements, comment tu verrais le développement de toute cette ouverture technologique entre les endroits où ça peut nuire et les endroits où ça peut permettre de développer d'autres choses. Est-ce que, bon, tu as largement développé un outil ici qui a permis de faire beaucoup de choses. Est-ce que tu as d'autres idées qui te disaient, ah ben si on faisait ça, c'est un peu l'idée qui a amené à créer cette émission mensuelle qui au départ était trois séances et puis on en est à la 7e. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt à faire ça. Voilà, c'est ça, je fouille un peu les idées que tu pourrais avoir, puisque tu es quand même souvent au piano, si j'ose dire. Mais la grande préoccupation maintenant, c'est le relève, de former les gens. Puis là, on a Léon maintenant ce soir qui a pris ma place et je suis très content de ça. Merci Léon. Oui, pour moi, c'est de développer une façon de transmettre comment faire ça, parce que c'est pas évident. Ça se fait pas tout seul. Puis, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de possibilités d'échecs, beaucoup de possibilités que ça marche pas. Et on est en route faire ça parce que moi, je vais quitter bientôt, comme tu sais. Je suis plus là à partir du mois d'août, on peut dire.
Mais on est en train de développer un groupe, des gens qui sont intéressés. Puis c'est quelque chose qui a été fait un peu organiquement. Donc là, il faut que j'ai un défi de mettre ça en ordre d'une façon que ça peut être donné à quelqu'un pour dire, OK, ça marche comme ça. Puis je pense qu'on est là, c'est assez fiable, assez stable maintenant qu'on peut enseigner les gens. Puis on a fait quelques rencontres et oui, ça marche assez bien que ça peut être donné à la prochaine génération. Mais ça va prendre un effort d'assurer que ça continue. Tu sais. Et alors, parle-moi de toi, alors, c'est quoi tes projets? Puisque tu nous quittes, mais tu te quittes pas Comme toi. ça. Donc, comment tu vois ton cheminement là, enfin, oui. oui, qu'est-ce que- Après 35 Enfin, ans. ce qui est racontable, je ne te demande pas de nous livrer tes secrets personnels. Oh non, je vais aller en retraite. Je fais une retraite de 3 ans qui dure 5 ans. C'est 3 ans en 5 ans. Donc, c'est comme un bonus. C'est étalé. Oui, Francesca. Il y a des pauses, si j'ai bien compris. Hmm? Il y a des pauses. Oui, c'est ça. Donc, c'est mélanger le pratique intense, avec une sortie dans le monde, mais toujours avec l'idée que tu vas retourner dans l'intensité. Donc, le pause, c'est plus comme un brèche, c'est plus comme une autre façon de méditer. C'est post-méditation. C'est 1 an de C'est post-méditation. un peu comme les stages en entreprise pour les étudiants. On pratique et puis après on va se tremper dans le monde pour voir, comment je dirais, Hein? pour expérimenter Ouais, la pratique, ouais. parce que pour éviter de se mettre en retrait, non, c'est ça? Enfin, c'est des questions. Hein. Mais parce que ça rend la vie très temporaire et très inconnue. On entre dans la retraite pendant 10 mois en faisant une pratique très très structurée. Tous les jours, on se lève à 5 heures du matin, puis on se couche à 10 heures le soir. Et tous les jours, est plein de pratiques structurées où on fait la récitation des textes, puis on joue de musique, mais c'est tout en faisant des offrandes. C'est bien vraiment de la tradition tibétaine. Donc l'idée, c'est qu'on apprend intensivement les pratiques de dharma données par les maîtres de notre lignée. Ça, c'est la lignée de la retraite qui est un des lignées de Shambhala. Shambhala, on a 3 lignées, on va parler dans ça, mais la retraite, c'est un de ces lignées-là, c'est la lignée Kagyu, le Karmapa. On va faire des textes par le Karmapa. Et on fait ça intensivement pendant 10 mois. On va porter des robes même, on va être rasé, porter des robes monastiques. Puis là, tu vas sortir pendant 1 an, mais tu ne peux pas vraiment réétablir une vie dans le monde. Tu vas être un peu comme pas un mendiant, mais tu vas être... et pas sans abri non plus. On va avoir une place pour rester, mais on ne peut pas établir comme des projets de long terme. Donc ça donne une façon de vivre qui est complètement liée à la retraite. Donc on est toujours en retraite d'une certaine façon. Mais c'est la retraite dans le monde, c'est la retraite mélangée dans le monde. Donc c'est pour nous d'explorer ça. Bon, on va faire ça pendant 5 ans. C'est se retremper à l'épreuve du terrain. Oui, c'est ça. Mais aussi, parce que toute la pratique, c'est pour offrir notre intention d'être disponible et à l'aide. Parce que le bouddhisme, c'est ça. Le bouddhisme, c'est... si on devient bouddhiste, comme tu sais, c'est parce qu'on est inspiré par un exemple de quelqu'un qui a pris en charge vraiment
une exploration de comment ça fonctionne, cette existence, et pourquoi il y a tant de misère dans cette existence qu'on voit, en tout cas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai toute cette souffrance? Est-ce que c'est nécessaire, toute cette souffrance en moment, toute cette agression, tous ces problèmes, toute notre insatisfaction, et ça c'est vraiment la base, c'est l'insatisfaction, parce que ça semble qu'en général on est tous insatisfaits, c'est pour ça qu'on a des marchés si forts de nous donner des choses pour nous satisfaire, puis les gens deviennent très riches. Donc, les pratiques intensives sont vraiment pour développer notre confiance et notre engagement de explorer et essayer de faire un peu comme le Bouddha a fait, de réaliser pourquoi c'est si désagréable cette existence de guerre et des mauvaises nouvelles, des choses qui marchent jamais pas comme on veut. Donc les pratiques sont conçues pour nous aider vraiment de ressentir la réalité de ça et de développer une intention authentique, profonde et majestueux de consacrer sa vie, consacrer sa vie, de développer l'intention de vraiment être à l'aide à tout le monde qui souffre. Donc, on a ces pratiques qui nous aident de développer l'intention, une vraie intention d'aider le monde. Et là, on va sortir et on va avoir cette intention. Alors, est-ce qu'on va aider le monde? Exercice pratique. Parce qu'on ne va pas être capable de juste retirer dans notre appartement et juste regarder Netflix de la même façon qu'on fait maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder Netflix, mais ça va changer quelque chose dans notre relation avec qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que le monde a besoin. Et ça, c'est le différentiel entre l'ego et moi et l'autre. Donc, c'est tout un projet. Un projet, c'est même pas le mot. C'est un engagement sérieux pour moi et pour ma femme Francesca. C'est le temps de le faire. C'est pour nous, c'est le last call. Une retraite de 5 ans, quand on commence dans ton 70 ans, comme probablement tu ne vas pas faire un autre 75 ans. Mais peut-être toi tu n'as pas 75. Mais... si, bientôt 76. Mais tu peux toujours faire, parce qu'il y a des gens qui font des retraites de 3 ans. C'est jamais trop tard. Mais pour nous, je pense que c'est notre temps. On a pratiqué fort depuis 40 ans chaque. C'est comme un genre de maturation de notre pratique, d'entrer dans ça. Donc, quand on sort l'année prochaine, on va revenir au centre et voir qu'est-ce qui a changé, puis on va nous insérer un peu dans... On va vous garder la place chaude. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça va être très intéressant de voir comment le centre développe. Parce que nous deux, notre identité, c'est beaucoup lié avec ça, d'être à l'aide au centre. Notre engagement d'aider le monde, c'est beaucoup aider le centre. Donc, vous êtes effectivement très présents tous les deux. Ouais, très présents. On est les seuls qui restent. Non, c'est Gisèle, nous, Marjolaine. Oui, plus ancienne. Élise. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une relève, donc elle n'est peut-être pas aussi importante qu'on aurait souhaité, parce que le monde étant ce qu'il est, c'est des pratiques qui sont plus tellement à la mode comme elles l'étaient il y a 30-40 ans. Mais il y a toujours quelque chose à faire, oui. Les pratiques sont pas à la mode? Non, c'est-à-dire se lancer dans des études bouddhistes intensivement, ça se faisait beaucoup dans les années 70, 80, 90, un petit peu, puis après ça a commencé à descendre. C'est vrai.
Parce qu'il y a beaucoup d'alternatives maintenant. C'est vrai pour toutes les religions, qu'il y a Ouais. les églises qui se vident, etc. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis les alternatives sont plus liées aux marchandises, un peu. Mais c'est justement important de. Mais c'est un peu le fond de notre discussion d'ailleurs. C'est important de s'adapter à l'évolution du monde et puis de proposer, même si on aurait préféré faire des grands rassemblements comme on faisait avant, Ouais. c'est quand même mieux de pouvoir développer des outils plus modernes et puis de toucher des gens qu'on ne touchait pas, mais c'est un peu moins bien, mais ça existe. Voilà. Oui, et mon expérience d'être impliqué dans même responsable pour la publicité du centre pendant des années, c'est que c'est important de réaliser qu'il faut qu'on est présent sur le marché, mais en même temps qu'on n'a pas un produit qu'on offre où les gens peuvent venir comme payer pour un produit puis partir avec un produit, d'être satisfait avec le produit. Parce que ici, c'est un service, le service qu'on offre, c'est on introduit les gens d'une façon de travailler avec eux-mêmes. On n'est pas des thérapeutes, on ne donne pas une thérapie. C'est pas un produit dans le sens qu'ils peuvent venir ici et rien faire, puis on va faire tout pour eux. Et ça, c'est un peu la tendance dans le marché. C'est la grosse tendance. Oui. C'est comme ton médecin va tout faire pour toi. Et tu n'as pas besoin de rien faire. Tu te présenter au médecin et puis il va tout faire. Mais dans le bouddhisme, le médecin va dire, mais faire ça, puis si tu ne fais pas, c'est tant pis pour toi. L'autre grand danger aussi, c'est ce que font certaines personnes, qui est d'essayer de s'adapter aux clients, si j'ose dire, et d'attirer du monde en faisant un peu de n'importe quoi et en ratissant large. Je pense que le gros danger, c'est donc justement de perdre notre identité et notre spécificité, et puis surtout de perdre la substance des enseignements, leur énergie. Puis effectivement, on a vécu ça à Chambord, parce qu'à un moment donné, il y avait comme vraiment une grande aspiration d'avoir beaucoup de monde. Et puis on commençait de changer un peu notre façon de faire des choses selon les réactions des gens qui sont arrivés. Donc, le monde sont arrivés en disant que c'est pas bien de faire des choses de même, comme ils font des choses différemment à l'autre sens. On était susceptibles de ça. On a résisté beaucoup, mais quand même ça nous affectait parce qu'on avait l'intention d'avoir beaucoup de monde. Puis là, quand tu fais ça, des fois tu sautes un peu certaines informations de base notre information de base était toujours avant que quand tu arrives ici, ça se peut que quand tu commences à méditer, ça va aller moins bien qu'avant. Et les gens n'aiment pas entendre ça. Donc, on a arrêté de dire ça au tout début, on dit ça un peu plus tard. Et là, on dit ça un peu plus tard, puis ils sont vraiment déçus parce qu'ils pensaient que c'est supposé être tout beau. La méditation, c'est supposé de rendre ta vie pleine de l'icône et tout ça, et des faits. On n'a pas fait ça trop, mais avec l'intention d'avoir plus le monde, on était susceptible de ça. Puis on a résisté quand même, mais on a vu les effets de changer certaines choses que peut-être c'était mieux de ne pas changer. Maintenant, on réintroduit certaines choses, mais on a appris quelque chose aussi à cause de ça. Donc, c'est pas noir et blanc. Mais l'idée d'être clair de qu'est-ce qu'on offre, et c'est une offrande qui est faite pour que le monde puisse venir ici, qui est une place où tout le monde sont invités de rencontrer leur propre esprit d'une façon saine. C'est ça qu'on a. Puis si les gens ne viennent pas, on continue. À un moment donné, les gens viennent quand même. Ça marche très bien ici. Sans avoir la promotion. Je vois le mardi soir, on a de plus en plus de nouveaux. Très bien. C'est une très bonne nouvelle. On n'a pas besoin de faire de la promotion, mais on a besoin d'avoir une présence sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et surtout, tu es bien placé pour en parler, puisque c'est toi qui fais tout ce qui est publicité, affiches, etc., et site web.
ne cherche pas à fasciner Mhm. en disant, je passais l'autre jour devant un des centres dans Montréal, dont je tairai le nom, et il y avait marqué un centre bouddhiste, clairement bouddhiste, et il y avait un chevalet sur le trottoir, apprenez à arrêter vos pensées. OK. Euh, Moi je veux bien, Uh-huh. euh, mais là, Uh-huh. je veux dire, Uh-huh. on trompe les gens. Comme c'est possible. Ouais. Et c'est ça le piège. C'est pour arriver à avoir. Ouais. Parce qu'il Ouais, ouais, y, a- ouais, il y a ouais. aussi des contraintes Ouais. financières dans un centre. Faut entretenir les locaux, il faut payer l'électricité. Pour certains, il faut payer le loyer. Nous, on a la chance de ne pas payer le loyer, puisqu'on est Ouais. propriétaire, mais il faut quand même payer les emprunts. Donc, il y a ce danger de fermer le centre pour des raisons financières. Donc, c'est toujours un équilibre Mhm. difficile, au sens de l'équilibriste là, qui risque de tomber à chaque fois, entre pas avoir assez de gens et puis prendre n'importe qui, enfin faire n'importe quoi, parce que je ne veux pas dire Ouais. que les gens c'est Ouais. n'importe qui, mais leur proposer des choses qui sont que des attrape-couillons, quoi. Mais ça me semble qu'on est bien situé actuellement parce que Actuellement. enfin, la contribution des membres qui sont bien attachés au centre, c'est important que le centre vive. Ces cotisations-là sont capables de payer notre location. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait avoir depuis toujours. Mhm. Parce que quand tu es dépendant sur le programme, là, tu tombes un peu dans le piège de... Mhm. Il faut chercher des programmes qui vont attirer le monde, ils vont être contents de payer l'argent. Parce que quand ils commencent à payer l'argent, ils vont avoir des commentaires sur ils ont eu ils ont de valeur de leur paiement en retour. C'est comme... C'est ça, ouais. Mhm. Mais je pense que c'est pour ça que le communautaire, c'est tellement important de mettre de cultiver le membership. Et je suis très content que Francine a pris ça. C'est un gros travail de cultiver le membership. Mais au moins, on a un membership assez stable. Si on peut juste continuer une certaine invitation aux gens de faire... Puis là, pour le jour de l'an tibétain, donc le jour de l'an de notre lignée, j'ai lancé l'année qu'on allait mettre cette année donc du dragon d'eau. Non, de bois, pardon. De bois. C'était le lapin l'année dernière. Le dragon de bois qu'on allait le mettre sous le signe de la Sangha. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de renforcer les liens de la Sangha et puis de lui donner de l'énergie. C'est bien. Un autre défi, c'est de comment garder, comme, en même temps développer l'identité de Montréal et garder un lien avec l'organisation plus large. C'est un autre combat. On en parlera dans une autre émission. Parce que là, il y a à dire. Il y a à dire. Parce que c'est des choses qui sont en cours. Enfin, c'est des débats qui sont en cours au niveau de l'international. Parce qu'on parlait de l'identité française, notamment francophone, pardon, du français parlé, notamment au niveau du Québec, un des rares endroits officiellement bilingues au monde. Je parle au niveau de Chambord. Mais il y a aussi les Espagnols et les hispanisants, c'est-à-dire les gens d'Espagne et puis les gens d'Amérique du Sud, par exemple, enfin, qui ont aussi le même problème de se situer par rapport à l'hégémonie de la lignée qui a été créée anglophone, en fait. C'est ça, C'est pas une critique, c'est juste que c'est des problèmes dont personne n'a la solution. Non, c'est une réalité. Et il faut trouver un moyen de s'adapter. Enfin, on en parlera un autre jour. Non, mais c'est très intéressant. Mais pas plus qu'intéressant, c'est comme essentiel c'est fondamental. dans la planète, sur la planète. Et on est en train de développer une façon, dans notre vision de Shambhala et société éveillée, comment... C'est ça. Pas juste accommoder, mais quoi faire, parce que nos ressources humaines sont très limitées aussi. Bon. Et puis, quoi faire avec ça? Puis Montréal a un avantage
d'être comme à part, avec l'expérience du Canada, d'être de des sociétés distinctes, tout ça, puis le- comme la génétique de Montréal, c'est beaucoup ça, comment avoir une identité, mais en même temps avoir un certain accueil pour l'autre. Mais je suis certain que Montréal a bien survécu toutes les crises COVID, les crises de Sarkan et ça, tout ça, parce que on était toujours un peu à part de toute façon. On n'était pas comme lié avec cette institution anglophone, Vajradhari Shambhala, tout ça. C'était un peu loin tout le temps. Sauf que certaines. Donc ça nous donnait la chance de garder notre intégrité sociétale et de continuer de juste pratiquer ensemble. Même qu'on a perdu certainement, mais on n'a pas perdu beaucoup de monde, mais on a perdu plus la possibilité d'avoir les gens de venir à cause de tous les problèmes avec avec le COVID et le problème avec les gens qui étaient vraiment, qui questionnaient vraiment la nature de cette science, si le science était vraiment légitime à cause d'un questionnement sur le leader et tout ça. Mais au moins, on a gardé un noyau fort. Et je pense qu'on a vraiment, on dit souvent qu'on est, on est dans une des meilleures conditions que d'autres centres, et c'est beaucoup à cause de ça, je pense on a une identité québécoise. C'est un centre québécois qui est en train d'épanouir, oui, c'est ça, de prendre sa place, de continuer à avoir sa place, et de chercher une façon de offrir notre expérience à le plus grand mandala, la plus grande organisation. Moi, c'est l'impression que j'ai actuellement, oui. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que peut-être justement le fait d'avoir cette identité spéciale, ça nous a... et là, je parle pour les... Moi, je suis quand même assez récent ici, je suis là depuis 2015 seulement, parce qu'avant, j'étais avec les Cailloux. C'est que Montréal a pris l'habitude de s'auto-gérer et d'être moins dépendant, même si relié, moins dépendant d'une organisation extérieure, enfin, dite globale. Ce qui fait que quand ça a brassé dans la cage, ceux qui étaient dépendants de la cage sont tombés, et puis ceux qui avaient l'habitude de tenir debout tout seuls s'en sont mieux sortis. En laissant quelques plumes, mais pas trop. En tout cas, s'en sont sortis vivants, parce qu'il y a des centres qui ne s'en sont pas sortis vivants. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut développer, ce côté... moi j'appelle ça l'irréductible village gaulois. Mais on est là dans tous les pays sont dans cette mouvement d'être interconnecté. Ça, c'est comme un des enseignements de Bouddha primordial, c'est l'interconnexion. On est de la même substance. Oui, c'est ça. Oui, je suis très content de voir que Gisèle est en train de faire une offrande à Europe, de lâcher. Elle en pratique, je pense que les jeudis. C'est sûr, c'est comme l'horaire, c'est fait pour que le monde en Europe puisse se rejoindre et pratiquer en français. Donc on a ça à offrir. Puis il y a le vendredi, ça, il y a le mercredi, je crois que c'est le mercredi ou jeudi, enfin je me souviens plus du jour. C'est sur l'Europe, mais à des heures où on peut se connecter nous. Et inversement, le vendredi, on est le matin, donc l'Europe peut se connecter. Non, c'est ça. Au Japon, on n'a pas eu le Japon depuis un bout de temps. Le Japon, c'est encore autre chose. Oui, ça c'est l'autre. Le Japon, ils sont... quand on est le matin, ils sont le soir, et quand on est le soir, Enfin, bon. Mais on a ça maintenant, on fait aussi les vidéos et tout ça. On devrait vraiment continuer de développer ça, la présence sur YouTube, le contenu. Ça nous donne un contenu qui est disponible et ça peut
vraiment aider pour pour que les gens puissent nous trouver. Ils peuvent facilement aller maintenant sur YouTube et juste trouver que les gens sont en train de parler du centre. Puis peut-être ça va être intéressant. Oui, peut-être c'est pas, ça, mais on regardait tout à l'heure les visionnements. La dernière émission là, avec Catherine Éveillard, c'était il y a 2 semaines. Il y a un mois, pardon. C'était il y a un mois. Elle a déjà été vue 90 fois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est pas grand public, donc Non, ça fait beaucoup. Oui, c'est point de vue marketing, c'est rien, mais pas point de vue offrande. C'est ça, on n'est pas à 78 millions, mais c'est pas du grand public. Donc c'est un public captif, donc ça fait beaucoup. Ouais. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Je sais que Trump a parlé de ça. Bien sûr. Mais pas juste Trump, parce que ça c'est comme un peu de sagesse conventionnelle, mais c'est la qualité qui compte. Mais dans ce monde matérialiste, c'est beaucoup basé sur la quantité. Donc, nous autres, il faut qu'on. Mais c'est mieux si on garde la valeur que la qualité, c'est ce qui compte. C'est toujours l'aspect d'être, on en parlait tout à l'heure, d'être sur le juste milieu. Comme les bons bouddhistes. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Toutes sortes de monde, merci Jim. Donc on se revoit le premier dimanche d'avril. Je suis en train de chercher la date, je ne sais plus la date. Enfin, c'est le 3, je crois, comme ça. Allez sur la page d'accueil de site web. Et ce sera avec Massimo Guerrera. Donc, merci à toi, merci à Léon à la technique qui a fait une première, un baptême du feu avec brio. Bravo. La relève est assurée. Tu peux partir en retraite tranquille, serein. Et puis, merci à vous tous et vous toutes en ligne. Je vois que la télévision est quand même bien remplie. Et puis donc, à bientôt. Bonsoir. Merci. Excellent.